Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode des Harry contre-attaque. Aujourd'hui, on parle de... La mi-temps du Super Bowl 2026! Parce que oui, le sport, que vous le vouliez ou non, c'est politique. Historiquement, la mi-temps du Super Bowl n'existait pas. C'était juste un décompte du temps qui restait avant la prochaine période. Mais, à une certaine année, il y a eu une émission faite par Jim Carrey. Jim Carrey, c'est un comédien-acteur canadien qui est aussi humoriste. Si vous le savez, si vous avez la référence, vous savez que Charlotte Gardin a même fait une chanson qui s'appelle « Will You Marry Me, Jim Carrey ». Oui. Qui représente son importance dans la culture populaire canadienne encore à ce jour. Et cette émission-là, faite par Jim Carrey, a eu un énorme succès, à un tel point que les téléspectateurs ont changé de poste pour aller l'écouter. Ce faisant, le Super Bowl a perdu des visionnements et a perdu l'attention de ses auditeurs. Ainsi que l'argent, surtout. Parce que les auditeurs étaient moins portés à retourner au Super Bowl après. Et là, les organisateurs ont réfléchi et ont trouvé la solution de eux aussi faire un spectacle. Cependant, il fallait que ce spectacle soit un succès. Inévitable. Il fallait qu'il soit grandiose. Donc, ils ont fait appel à le seul et unique Michael Jackson. Et ils ont eu raison. La prestation de Michael Jackson l'année d'après fut un succès immense. Les gens l'ont tous écouté. Et depuis ce jour, des artistes sont invités pour faire le dit show de la mi-temps du Super Bowl. Donc, oui, la mi-temps du Super Bowl est politique. Un autre exemple de cette politisation de la mi-temps, c'est l'année de 2018. En 2018, Justin Timberlake faisait la mi-temps avec Janet Jackson. Comme clou du spectacle, il devait révéler une partie de son soutien-gorge. Mais il y a eu un problème de costume. Et là, devant des milliers de téléspectateurs, le sein de Janet Jackson fut exposé à la vue et aux yeux de tous. Cela a eu beaucoup de conséquences sur la carrière de Janet Jackson. Elle a perdu des auditeurs, elle a perdu des partenariats, elle a perdu de l'argent, elle a même dû faire des excuses officielles sur une chaîne de télévision nationale. Si vous êtes un peu geek comme nous, vous savez qu'une chose similaire arrive dans Pitch Perfect 2. En 2025, soit l'année dernière, on a eu le droit à la performance de Kendrick Lamar. La performance de Kendrick Lamar était très politique. On se rappelle, ça commence avec le terrain de football fait comme une manette de jeu vidéo, représentant la liberté de mouvement, la liberté de jeu, la liberté d'action que les joueurs, soit les citoyens américains, ont. Mais au fur et à mesure, on voit des dénonciations politiques. Par exemple, à un certain point, les danseurs qui sont habillés aux couleurs du drapeau américain se retrouvent tous morts, à l'exception du petit cercle habillé en blanc au milieu, représentant ainsi le fait que c'est seulement les plus riches qui s'en sortent aux États-Unis. Et c'est ceux dont la voix pèse le plus dans la balance. Aussi, on a un caméo de Samuel L. Jackson, un des acteurs qui joue dans Marvel, si vous ne le savez pas. Samuel L. Jackson représente l'oncle Sam. Oncle Sam qui est une figure emblématique aux États-Unis. En effet, la figure d'oncle Sam a été utilisée à plusieurs reprises, notamment dans les guerres mondiales, pour représenter les États-Unis qui encourageait les citoyens américains à s'enlister dans l'armée pour mieux contribuer à l'effort de guerre. Et ce symbole a même été réutilisé dans les affiches de propagande anticommuniste durant la guerre froide. Cependant, l'oncle Sam est historiquement blanc. Ici, dans la performance de Kendrick Lamar, il est afro-américain. Ça représente une dénonciation du fait que de la guerre froide ou des guerres en général pour l'engagement ciblaient surtout les communautés plus marginalisées. Et donc, c'est pour cette raison que beaucoup de groupes ethniques ont décidé de s'enlister dans l'armée afin que leurs valeurs soient reconnues. C'est notamment le cas dans la guerre du Vietnam. Un autre moment clé de cette performance, c'est lorsque Samuel L. Jackson, dans son rôle de l'oncle Sam, coupe la parole de 3 danseuses. Ça se veut de représenter le fait que les voix dissidentes, donc souvent celles des communautés ethniques des États-Unis, ne sont pas écoutées. En effet, c'est quelque chose qu'on observe notamment dans le mouvement Black Lives Matter. D'ailleurs, Oncle Sam est cette représentation-là du gouvernement américain qui va utiliser la culture des Afro-Américains à son avantage. Parce que si vous ne le saviez pas, le rap, le jazz et le
hip-hop sont tous des produits de la culture afro-américaine que le gouvernement aurait utilisé à son avantage. En effet, en se basant sur le succès de rappeurs de la communauté afro-américaine, les États-Unis ont fait en sorte que leur soft power a grandi et a pris de plus en plus d'importance, au point où des cultures du rap se sont développées à l'étranger, notamment en Corée du Sud. Si vous ne le saviez pas, dans la majorité des chansons de l'industrie de la K-pop, il y a une partie qui est consacrée à du rap. Un autre exemple est Louis Armstrong, un grand artiste jazz que le gouvernement a utilisé à son avantage pour exporter l'influence des États-Unis. Notamment durant la guerre froide. Et Louis Armstrong est issu de la communauté afro-américaine. Ces chansons vont être diffusées sur les radios de Voices of America dans les pays qui étaient à risque de tomber sous le joug communiste. Malgré tout, la communauté afro-américaine n'a pas eu beaucoup de reconnaissance à sa culture. Elle s'est faite plutôt appropriée par le gouvernement de l'époque. La performance se finit avec un game over, comme si les États-Unis avaient échoué, qu'ils n'étaient pas en fait aussi libres, qu'en fait le gouvernement les contrôle. Et que la liberté que les États-Unis prétendent garantir à leurs citoyens n'est peut-être plus autant le cas aujourd'hui. Ça contraste énormément avec le message de la performance de Bad Bunny, parce que Bad Bunny a en fait un message d'amour et d'espoir. Alors que dans les faits, ce message d'amour et d'espoir se fait dans un contexte très tendu aux États-Unis. Parce que si vous ne le saviez pas, en ce moment, les changements importants quant à la gestion des migrants sur le territoire américain qui sont dits illégaux a pris beaucoup d'ampleur et le mécontentement des citoyens a cru, d'autant que les États-Unis imposent désormais des tarifs à différents pays. Pour notre analyse sur la performance de Bad Bunny, on va pas y aller avec tous les détails. On va vraiment se concentrer sur les aspects politiques. Donc, est-ce qu'il portait un gilet pare-balles pendant sa performance? Oui. Est-ce que ça démontre que la situation est tendue pour les minorités ethniques aux États-Unis? Oui. Mais on ne s'attarde pas sur ces détails-là. Par contre, on va faire une petite mention au fait qu'il a gagné un Grammys et plusieurs Grammys, et c'est le premier artiste latino-américain à remporter des Grammys aussi importants, dont celui de l'album de l'année. Dans sa performance, Bad Bunny a fait le choix de mettre en valeur la culture latine et non de servir le soft power américain global en tant que tel. À cet exemple, il y a les champs de canne à sucre avec les travailleurs, ce qui rappelle que l'Amérique du Sud et l'Amérique latine sont un grand producteur de matières premières à l'avantage des États-Unis. Et des pays développés en général. De même qu'on voit 2 femmes dans un salon de manicure ou encore un bar sur le bord de la route ou l'eau de coco, représentant tous des aspects de la culture latine-américaine. Enfin, il y a même un vrai mariage qui se produit, un enfant dort sur une chaise, c'est tous des aspects d'une vie normale en Amérique latine et c'est vraiment une célébration de cette culture-là qui n'est pas nécessairement diffusée énormément aux États-Unis. Il y a aussi des pylônes électriques qui sont sur le terrain de football, des pylônes qu'on voit exploser, si on peut dire entre guillemets. Bad Bunny se veut de dénoncer l'inaction du gouvernement américain face aux pertes de courant de Puerto Rico qui arrivent fréquemment, que malgré tout, le président américain avait promis de réparer en 2016, si je ne me trompe pas. Donc, le but est réellement de mettre l'accent sur la réalité quotidienne de cette communauté. Aussi, lorsqu'il sort de la maison, vous pouvez voir rapidement différentes célébrités qui font partie de la culture américaine, soit Pedro Pascal, Cardi B, Ricky Martin. Ce sont toutes des personnalités publiques issues de l'Amérique latine. Qui servent actuellement le soft power américain et qui servent à maintenir son importance pour l'instant dans la culture populaire internationale. Donc, ça rappelle l'importance de l'Amérique latine pour les États-Unis. Le clou du spectacle, c'est que Bad Bunny va finir par mentionner tous les pays du continent américain, de l'Amérique du Nord jusqu'à l'Amérique du Sud. Donc, il va dire Canada, United States, Mexico, Cuba, Puerto Rico, Chile. Là, je vais les dire en français. Chili, Costa Rica, Venezuela, Guatemala, Bolivie, Argentine, etc. Et à la fin, en plus d'avoir tous les drapeaux de tous ces pays-là, il montre le ballon de football qui tient, sur lequel il est indiqué que tous ensemble, nous sommes l'Amérique. Parce que, oui,
ce qu'il dénonce ici, c'est l'idée selon laquelle l'Amérique est souvent représentée par les États-Unis. Mais la réalité, c'est que non seulement la société américaine en tant que telle est multiethnique, mais l'Amérique, c'est composé de pays qui ont leur propre culture et leur propre façon de voir les choses, mais qui fait en sorte que l'Amérique en tant que telle est un endroit intéressant. Sans cette diversité, on perd quelque chose de la culture américaine des États-Unis et celle du reste de l'Amérique. Et ça fait référence aux politiques récentes du gouvernement américain quant à l'ensemble de l'Amérique. En effet, dans le passé, les présidents américains ont affirmé que l'Amérique du Sud, notamment, était la cour arrière des États-Unis selon la doctrine Monroe. Et ces derniers mois, on voit un retour à cette vision des choses. Aussi, l'appellation américain pour désigner les personnes vivant aux États-Unis peut être critiquée. Parce que dans les faits, Anne et moi, étant canadiennes, sommes aussi américaines, étant donné que nous vivons en Amérique du Nord. Sauf que c'est commun sur la scène internationale de considérer que les Américains, c'est ceux qui habitent aux États-Unis, alors que dans les faits, on devrait peut-être les appeler les États-Uniens, parce que nous sommes canadiennes, en même temps d'être américaines, mais pas américaines au sens d'être citoyennes des États-Unis. Un de nos enseignants à l'université nous a affirmé qu'on pourrait utiliser l'appellation États-Unis, mais que pour lui, c'était inexact de l'utiliser parce que les États-Uniens, en fait, se désignaient eux-mêmes comme des Américains. Donc là, c'est un peu de remettre en question leur égocentricité. No offense. Remettre en question aussi la vision des dits américains comme étant principalement une seule ethnicité. Une critique qu'il y a eu de son spectacle, c'est le fait que Bad Bunny mentionne Puerto Rico parmi les pays et non le Québec. Mais il faut savoir que Bad Bunny vient de Puerto Rico. C'est normal qu'ils mettent plus l'accent sur Puerto Rico que le Québec, parce qu'il a plus de liens avec cet endroit, étant donné qu'il est né là. De même que Puerto Rico n'a pas les mêmes pouvoirs que le Québec. Dans les faits, le Québec a beaucoup plus de compétences et a plus de souveraineté et son mot à dire dans la gestion de nos politiques internes que Puerto Rico. Le dernier moment du spectacle de la mi-temps, c'est vraiment le message qui est affiché en gros sur les écrans du stade, qui dit, en français, si on le traduit, que seul l'amour peut combattre la haine. Donc, c'est vraiment un message d'espoir. Un message d'espoir qu'on peut aussi remarquer dans le film Thunderbolt. Effectivement, parce que si vous avez regardé notre épisode, vous savez que le film de Thunderbolts se veut un questionnement sur nos propres parts de noirceur interne et un questionnement sur l'éclatement du tissu social qui origine au final de nous et notre perception des choses. Et donc, on vous invite à aller regarder cet épisode si vous ne l'avez pas fait et d'aller regarder l'analyse également de Adam Ross à ce sujet. Bad Bunny finit son spectacle avec vraiment un message d'espoir pour la population que c'est en s'unissant qu'ils vont réussir à s'améliorer. Ils vont réussir à maintenir l'Amérique dont tout le monde rêve. C'est en s'unissant qu'ils vont maintenir le rêve américain, l'American Dream. Et donc, sur ces belles paroles, dites-nous dans les commentaires si vous avez aimé la mi-temps de cette année. Et ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner pour voir nos prochaines vidéos et on se revoit la semaine prochaine dans un épisode en anglais. Ciao! Ciao! Adios!